Enfin, enfin nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué! Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe mieux pour vous. Il y a quelques temps, t'as la ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Putain, rien que le titre, c'est déjà une punition en soi. Bref, Amélie Oudéa-Castéra, vous savez, un membre du clan Duhamel et une ancienne camarade de classe de notre leader suprême. J'en parle dans une de mes vidéos sur les journalistes, qui est sortie ou qui va sortir. Ça dépend de mon travail et de ma ligne éditoriale. Bref, vous la verrez ou vous l'avez vu. Bref. AOC, comme on l'appelle. Encore un acronyme débile, parce que vraiment c'est à la mode. C'est fait griller car elle a scolarisé ses gosses dans le privé. Oh, le choc, sérieusement. Waouh, quelle surprise. Ok, vous voyez, faire ce genre de move, c'est aussi pertinent que de mettre Marc Dutroux à la petite enfance, Serge Gainsbourg à la santé, ou encore Mohamed Awas à l'égalité homme-femme. Mais venant de la part du monde du spectacle, il n'y a rien de surprenant car il crée des règles auxquelles ses membres se soustraient automatiquement. Et tous ses derniers prédécesseurs ont soit scolarisé leurs gosses dans le privé, soit ont été scolarisés dans le privé. Donc rien de choquant en soi. Bon, après elle a sorti la défense du siècle. S'en prendre à l'absentéisme des profs du public afin de justifier l'exfiltration de ses gosses vers le privé. Encore un loupé momoche, car l'ancienne gosse de ton prof a tout bien balancé et on a constaté qu'elle avait rien à se reprocher. Entre nous, c'est vraiment une défense de merde. S'en prendre à ses subordonnés afin de sauver ses niches. À peine arrivé, et déjà dans la merde. On apprend par la suite que c'est pas ces 3 gosses qui ont été dans le public. Non, uniquement l'aîné, et pendant 6 mois. Oh, le pauvre. Faut dire que 6 mois dans une école maternelle dans Paris 6, pouah, merde. Il a loupé de peu de tomber dans la drogue à force de traîner avec les petits Mustapha et Adama. Normal que sa mère lui fasse changer d'école. On parle de l'école publique là, non, sérieusement. En plus dans Paris 6, bordel. Bon, après elle s'est excusée, pas d'avoir menti. Non. Parce qu'elle a menti, c'est un fait. Mais avec les politicas, faut pas vraiment s'attendre à des excuses. Hein. Franchement, sinon prenez la tente, les saucisses Erta, et peut-être un jour ça viendra. Elle s'est excusée d'avoir heurté, je cite, les profs. Ça à se demander pour quelle raison elle les a heurtés. Et maintenant on apprend que la meuf, non content d'être chargée de construire l'école de demain dans laquelle elle ne compte pas mettre ses mouflets pour leur bien-être, aurait tout simplement dribblé la carte scolaire. Chose qu'elle avait omis de mentionner lors de sa mise au point avec les journalistes, mais entre nous, on n'est plus à un mensonge près, vous savez. Je vais pas vous parler de ses origines sociales, ni de son parcours scolaire, et encore moins des salaires qu'elle a touchés lorsqu'elle a bossé dans le privé chez AXA et Carrefour, et dans le public à la tête de la Fédération française de tennis. Non, mais je peux vous garantir que si on convertit ça en kebab ou en tacos, ça en fait un sacré paquet de kebab et de tacos. Et même si vous incluez à ça les cheesecakes et les Capri Sun. Et si on ajoute à cela que son mari, c'est Frédéric Oudéa, vous savez, le haut de AOC, qui était PDG de la Société Générale et qui est aujourd'hui PDG de Sanofi, vous vous rendez très vite compte qu'on parle pas de Monsieur Tout-le-Monde, qu'on parle pas non plus de Safe Man, non, on parle d'anciens énarques qui étaient et qui sont des gosses de bourgeois. Bon, aujourd'hui, aucun terme à définir, Dieu merci. Car vous savez ce que c'est la carte scolaire, vous savez ce que c'est une ministre, et vous savez ce que c'est un mensonge. Mais vous pouvez essayer de trouver l'intrus dans l'histoire si vous le souhaitez, hein, à vous de voir. On va se pencher sur le séparatisme. Bah, en fin de compte, il y a bien un terme à définir. Alors, le séparatisme, c'est quoi ? Bah, c'est quand les Noirs et les Arabes vivent entre eux et commencent à croire que la France, c'est la France. Ok, on reprend. Le séparatisme est une attitude, une tendance, une position visant à la séparation d'un groupe culturel, ethnique, tribal, religieux, racial, politique ou autre d'un ensemble national plus large. Les facteurs économiques et politiques jouent généralement un rôle crucial dans la création de ce genre de phénomène. Cela est souvent motivé par un ressentiment émotionnel, une rivalité communautaire, la résistance à l'oppression, l'influence et la propagande d'individus voulant tirer profit de cela, une volonté de préserver des traditions religieuses et ou culturelles, la domination politique et économique d'un groupe ne souhaitant pas partager le pouvoir et les privilèges de manière égalitaire, ou tout simplement des motivations économiques de la part d'un groupe social voulant échapper à la redistribution avec d'autres groupes sociaux plus pauvres. J'utilise le mot séparatisme, mais j'aurais très bien pu utiliser le mot communautarisme, car là, on n'est pas dans une différence de nature, on est dans une différence de degré. Vos chaînes de pseudo-droite, là, vous les connaissez, allez sur YouTube, vous les verrez. Ou les médias mainstream et subventionnés, vous les connaissez, allumez la télé, vous les verrez. Ces derniers vous donnent l'impression qu'ils découvrent ce concept alors qu'ils sont H24 sur le séparatisme musulman ou islamiste s'ils le disent, alors que celui des riches, il date pas des années 2000. Quand j'ai regardé le passé des membres du gouvernement, j'ai été surpris car la majorité venait d'établissements UP et ou privés.
Rien à voir avec ton lycée ou ton collège tout flingué, dont l'élève le plus connu c'est des gars comme Boudère, Morsaille ou encore Serge Aurier. Vous pensez vraiment que ces menteurs en chef mettront leurs gosses dans un établissement où ces derniers finiront par jurer sur le Coran de la Mecque en terminant la phrase par « Wesh frère !» Même moi, je mettrais pas mon chat dans un collège de Seine-Saint-Denis. Je raconte ces gens-là, c'est ni leur prof, hein, qu'on soit clair. Hein, mais vous voyez quoi, c'est pas cool, mais vous voyez. Pour en revenir au séparatisme des élites, ça fait depuis les années 80 que cela a été entamé. Mais le gros coup d'accélérateur a eu lieu après la crise de 2008, enfin la confirmation. En l'occurrence, les membres des classes dominantes se sont peu à peu coupés du reste de la population et ont commencé à se ménager un entre-soi bien douillet. C'est le nom cool hein, pour parler du communautarisme des riches, hein, qu'on soit clair. Et ouais, car ce séparatisme social s'est caractérisé davantage par un refus croissant de mixité sociale. J'ai fait une vidéo justement sur la mixité sociale et la mixité culturelle. C'est une archive, mais allez jeter un coup d'œil et ça me fera des vues de toute manière. Bref, cela s'est manifesté à travers 3 facteurs notamment. D'abord, géographique, avec une densité de cadres et de professions intellectuelles dans les grandes métropoles françaises qui n'a cessé de croître et de se renforcer. Une ville comme Paris a vu sa part de cadres passer de 24,7% de la population active en 1982 à 46,4% en 2013. Alors que dans le même temps, la proportion des employés et des ouvriers a été quasiment divisée par 2. Et c'est le même délire dans des bleds comme Lyon, Toulouse, Strasbourg ou Nantes. Ensuite, sur le plan culturel, avec l'évolution de la population fréquentant l'enseignement privé, la proportion des enfants issus de familles favorisées est passée de 26% à 55% entre 1984 et 2021, contre une évolution concernant la même population passant de 18% à 19% dans l'enseignement public pour la même période. Je tiens tout de même à vous rappeler que des collèges comme Pierre Alvisé, Henri IV ou Chaptal et des lycées comme Louis le Grand, Hélène Boucher ou Charlemagne sont des établissements publics. Eh ouais! Mais dans lesquels vous ne mettrez jamais votre gosse, qu'on soit clair. Le troisième facteur est d'ordre idéologique, car ne pas être au contact par le biais d'institutions comme l'école, le service militaire ou encore la colonie de vacances avec les classes moins favorisées complique la compréhension des attentes de ces dernières. D'où le fait que l'électeur de Macron, il n'arrive pas à comprendre la colère des gilets jaunes, des anti-pass, des anti-UE ou des manifestants contre les réformes des retraites ou du droit du travail. Pour lui, tout va bien, il n'y a pas à se plaindre, et la mondialisation est heureuse, sauf quand elle s'appelle Bakary et qu'elle est en train de sauter sur le cul de sa fille Capucine en mode « Welcome refugees ». Et l'exil fiscal, c'est le pompon les gars. Je vais pas vous sortir les marronniers habituels que sortent les zinzins soumis, mais sur le plan symbolique, le fait que l'or se barre traduit clairement un affaiblissement du sentiment de solidarité nationale et de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de la population. En bref, la France est une société de castes, si vous l'avez pas remarqué. Ah ouais? Et les castes supérieures bénéficient d'avantages, mais aussi de devoirs au regard de la nation et du reste de la population. Sinon, les torches, les piques, les fourches, on l'a déjà fait et on peut le refaire. Le problème, c'est que beaucoup de gens des catégories les plus favorisées ressentent davantage d'affinité avec des personnes d'autres pays de niveau social équivalent au leur qu'avec leurs propres concitoyens au niveau social plus modeste que le leur. Pour une bonne partie d'entre eux, le cadre national, c'est trop à l'ancienne. Et le lien organique avec la nation, c'est complètement has-been. D'où une hausse croissante des expatriations. C'est le nom cool, vous savez, pour parler d'immigration blanche occidentale. Moi, je suis né du bon côté de la barrière socio-culturelle. Je fais partie de l'élite française. J'ai fait Sciences Po, comme la majorité des gens qui nous gouvernent. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie. On peut parfaitement soi-même trouver génial cette émancipation vis-à-vis de tout type de structure collective. Ça ne nous permet pas de faire un peuple. Or, il n'y a pas de démocratie si on ne fait pas un peuple. En fait, les élites françaises commencent à tourner comme les élites africaines. Elles profitent du pays, le dirigent pour leurs intérêts personnels, voire ceux de l'étranger. Reste plus qu'à passer à l'étape suivante, et que la France soit dirigée depuis l'étranger, comme Paul Biya le fait en gérant le Cameroun depuis la France ou la Suisse. Au-delà de ça, je vous invite à lire La révolte des élites et la trahison de la démocratie de Christopher Lasch et Le libéralisme des opprimés de Paul Magnette. Pour un sociologue comme Emmanuel Todd, cette situation a abouti au fait que, pour la première fois dans l'histoire, les éduqués supérieurs dont il fait partie peuvent vivre entre eux
produire et consommer leur propre culture, qu'ils peuvent se replier sur eux-mêmes et vivre en vase clos tout en développant une attitude distante et surtout méprisante vis-à-vis du reste de la population et du populisme. Populisme qui n'est qu'une réaction par rapport à ce mépris de la part des élites. Donc c'est normal qu'ils mettent leurs rejetons dans les meilleurs établissements scolaires et surtout le genre d'établissement où mettre des baskets, c'est la peine capitale, où les cours sur la théorie du genre ou sur la sexualité, c'est nar shaitan, où les surveillants sont appelés monsieur ou mademoiselle. Mademoiselle, sérieusement? Ah, je crois qu'on vient de perdre 10 féministes rien qu'en prononçant ce mot. Et où, je cite, on ne porte ni casquette ni couvre-chef de quelque sorte que ce soit, les hauts doivent être sans message ou motif ostentatoire et sans inscription publicitaire. Ce qui exclut la manière de s'habiller au bas mot d'environ 90% des jeunes de ce pays. Alors faut pas se donner que la ministre demande à des gosses portant des baskets, ce qui est leur tenue habituelle, s'ils ont fait du sport aujourd'hui. Car ces gosses, les siens, vont à l'école avec des chaussures de ville en cuir. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le règlement intérieur de l'école de Saint-Marmouzet. Ce que j'aurais fait à la place de la ministre, honnêtement, j'aurais assumé. Ouais, j'aurais assumé. Tout en invitant le journaliste à aller se faire cuire le cul ou à scolariser son gosse au collège Jean Lurçat en Seine-Saint-Denis. Voilà, quoi, c'est... Qu'on soit clair. J'ai du fric et du pouvoir. Pourquoi je m'amuserais à faire semblant d'être normal ou pauvre? Hein? Tant que cela se fait de manière correcte et austère. En l'occurrence, l'inverse des gens du monde du spectacle, que les gens des classes populaires adulent comme des demi-dieux. Il a pas tort. Et pour conclure, je citerai Auguste Comte. Toute éducation humaine doit préparer chacun à vivre pour autrui afin de revivre dans autrui. Je vous remercie pour votre temps et pour votre écoute, et à très bientôt. Au revoir. Ndjaja. J'aime bien Ndjaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Ta gueule!